Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui du supplémentaire orthogonal d'un sous-espace vectoriel, mais avant je voudrais faire un petit retour pour clarifier éventuellement les choses sur l'expression d'un produit scalaire dans une base orthonormée. Alors donc, on a vu que si on a deux vecteurs x et y, alors l'expression du produit scalaire dans une base orthonormée est extrêmement simple. Mais là, ce que je voudrais dire, c'est que il faut bien comprendre que c'est parce qu'on travaille dans une base orthonormée. On peut très bien, au début d'un exercice par exemple, avoir une base quelconque et avoir l'expression du produit scalaire dans cette base quelconque, et qui est une expression pas très agréable. Une fois qu'on a donc une base quelconque, grâce au procédé d'orthonormalisation de Graham-Schmidt, on va fabriquer une nouvelle base qui est une base orthonormée. Et donc, plutôt que de calculer les produits scalaires dans cette ancienne base quelconque pas très agréable, on va calculer les mêmes produits scalaires avec les mêmes vecteurs, mais dans cette nouvelle base, donc dans cette base orthonormée. Dans cette nouvelle base, dans cette base orthonormée, les vecteurs ont des coordonnées qui vont être différentes, qui sont données par l'expression ici, c'est-à-dire encore par cette expression-ci. Et dans cette nouvelle base orthonormée, on va aussi pouvoir calculer les produits scalaires, et cette fois-ci, les produits scalaires vont se calculer de façon plus simple. Donc à nouveau, c'est un problème de changement de base auquel on va être confronté ici. Alors maintenant, parlons de supplémentaire orthogonal d'un sous-espace vectoriel. Alors, on connaît la notion de supplémentaire d'un sous-espace vectoriel. On sait que c'est un espace vectoriel tel que un espace vectoriel et son supplémentaire donnent l'espace tout entier et ils sont en somme directe, mais on avait vu avec plusieurs exemples qu'il n'y avait pas unicité du supplémentaire. Il n'y a toujours pas unicité du supplémentaire, mais si on a grand A qui est un sous-espace vectoriel de dimension P, qui est donc un sous-espace vectoriel de grand E, qui est donc de dimension n, donc euclidien, et bien parmi les supplémentaires, il y en a un qui est particulier, qui est l'orthogonale de A. Donc A et son orthogonale sont supplémentaires dans grand E. Et une conséquence de ceci sur la dimension, c'est que la dimension de l'orthogonale de A, c'est n-p. Alors, pour démontrer ceci, prenons donc d'abord le sous-espace vectoriel grand A. Dans ce sous-espace vectoriel grand A, on peut considérer une base, mais on peut même considérer une base orthonormée, c'est plus agréable, et donc E1, EP. Si on veut démontrer qu'il y a somme directe et que les espaces sont supplémentaires, donc on va d'abord démontrer que l'intersection est nulle, ça c'est facile. On prend un vecteur x qui est à la fois dans A et dans l'orthogonale de A. Donc dans ce cas-là, si on calcule le produit scalaire, x scalaire x, on peut imaginer, considérer que le premier vecteur est dans A et que le deuxième est dans l'orthogonale, puisqu'ils sont dans les deux. Enfin, il est dans les deux. Et donc, puisqu'on a un vecteur dans A et un vecteur dans son orthogonale, dans ces cas-là, le produit scalaire est nul. D'autre part, le produit scalaire entre x et lui-même, c'est la norme de x au carré. La norme au carré, donc la norme est nulle, donc le vecteur est nul. Donc ça c'est réglé, la somme est bien directe. Pour montrer qu'ils sont supplémentaires, évidemment A plus l'orthogonale de A est inclus dans E, il faut démontrer l'autre inclusion. Donc on prend un vecteur x de E, et il faut réussir à le décomposer. Alors comment va-t-on le décomposer? Eh bien on sait écrire un vecteur dans une base orthonormée. Et en fait, l'idée c'est que l'écriture dans une base orthonormée, c'est une projection, c'est un calcul des projetés sur les différents sous-espaces de cet espace. Et donc là, c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on va regarder les projetés de x sur les espaces vect de EK, donc pour tous les EK compris dans la base bêta A. Et donc ici, on va fabriquer, pardon, j'arrive pas à l'encadrer, mais ici, on est en train d'exprimer donc la projection du vecteur x sur le sous-espace vectoriel grand A. Donc c'est la somme des x scalaires OK dirigés par OK. Alors, plus quoi? Plus, on n'a pas trop le choix, plus la différence, c'est-à-dire x moins cette somme-là, la somme des produits scalaires x scalaires OK dirigés par OK. Le premier vecteur, la première somme ici, c'est celle-ci là. Elle est évidemment dans grand A puisque c'est une combinaison linéaire des vecteurs de grand A.
Ce qu'il faut donc démontrer, c'est est-ce que la grosse parenthèse ici désigne un vecteur qui est dans l'orthogonale de A. Alors pour démontrer que le vecteur dans la parenthèse là est dans l'orthogonale de A, on va démontrer que ce vecteur est orthogonal à tout vecteur de la base de A. Et s'il est orthogonal à n'importe quel vecteur de la base de A, ce vecteur dans la parenthèse va être orthogonal à toute combinaison linéaire de ces vecteurs grâce à la stabilité par combinaison linéaire du produit scalaire. Donc, on prend ce gros vecteur ici, on fait le produit scalaire, on calcule le produit scalaire avec un EJ, qui est donc un vecteur quelconque de la base de A, enfin de la base orthonormée, de A qu'on s'est donné. EJ scalaire x, on distribue, c'est EJ scalaire x, et EJ scalaire la somme. Alors ici, la somme, c'est une somme de coefficients fois DEK. Mais comme la base est orthonormée, elle est orthogonale, donc J scalaire K est nul si J est différent de K, ou plutôt si K est différent de J. Donc tous les produits scalaires EJ scalaire K vont être nuls ici. Bon, évidemment, le coefficient là va sortir de la somme. Et donc en fait, il va ne rester dans EJ scalaire cette somme-là que le EJ scalaire, le vecteur quand K est égal à J. Et donc quand K est égal à J, bah, on a du EJ scalaire EJ, c'est celui qu'on retrouve ici, EJ scalaire EJ. Le coefficient c'est quand K est égal à J, c'est-à-dire X scalaire EJ. Maintenant on utilise le fait que la base EJ scalaire, enfin EJ, la base bêta A est une base orthonormée, donc EJ scalaire EJ c'est la norme de EJ au carré, c'est-à-dire 1 au carré, c'est-à-dire 1. Donc en fait ça disparaît, ça sert à rien, il va rester EJ scalaire X moins X scalaire EJ, et ça donne 0. Ça signifie donc que le vecteur ici, dans la grosse parenthèse, c'est celui-ci, là, il est donc orthogonal à n'importe quel vecteur de la base de A, donc par combinaison linéaire, il est orthogonal à tout vecteur engendré par la base de A, donc c'est-à-dire orthogonal à tout vecteur de A, donc il est dans l'orthogonale de A. On a bien donc décomposé X en somme d'un vecteur de grand A, et d'un vecteur de l'orthogonale de A. On a bien donc le côté supplémentaire. Alors, reprenons cette décomposition et écrivons-la plus simplement. X s'écrit donc somme d'un vecteur petit a de grand A, plus un vecteur petit a' de l'orthogonale de grand A. Eh bien, puisque les deux vecteurs là sont orthogonaux, on applique le théorème de Pythagore, et donc on peut écrire que la norme de x au carré est égale à la norme de a au carré plus la norme de a' au carré. Appliquons ces résultats. Alors, premier résultat, eh bien l'orthogonale de E, c'est le vecteur nul. Bon, effectivement, la dimension de l'orthogonale de E, c'est n moins la dimension de E, donc n moins n, donc 0. Donc l'orthogonale de E, puisque c'est un espace vectoriel, il est restreint au vecteur nul. Résultat qu'on connaissait déjà, si x est dans E, alors pour tout vecteur y de E, enfin si pour tout vecteur y de E, x et y sont orthogonaux, alors x est nul. Je rajouterai des petites flèches là si vous voulez sur les vecteurs, mais on les mettra plus toujours en fait. Enfin, si x est un vecteur de E et si b est égal à E1, En, c'est une base de E, et bien dans ces cas-là, si le vecteur x est orthogonal à tous les vecteurs de la base, alors le vecteur x est nul. Alors effectivement, puisque si le vecteur x est orthogonal à tous les vecteurs de la base, il est orthogonal à vect de E1, En, c'est-à-dire à tous les vecteurs de E, et s'il est orthogonal à tous les vecteurs de E, c'est le vecteur nul, et un vecteur qui est orthogonal à tous les vecteurs de E, il est dans l'orthogonale de E, et l'orthogonale de E, c'est le vecteur nul. Voilà, bon, rien de très compliqué ici. La proposition 19 dit des choses un peu plus intéressantes, un peu plus subtiles. On va regarder l'orthogonale de l'orthogonale. Alors, si grand A est une partie de E, je dis bien une partie, donc un sous-ensemble quelconque. Dans ces cas-là, on sait que l'orthogonale de A est un sous-espace vectoriel. Eh bien, l'orthogonale de l'orthogonale est égale à vect de A. L'orthogonale de A est déjà un espace vectoriel, l'orthogonale de l'orthogonale est aussi un sous-espace vectoriel, eh bien il est égal à vect de A. Alors si on applique ceci à non pas une partie quelconque, mais une partie pas tout à fait quelconque, c'est-à-dire un sous-espace vectoriel, qu'on va renommer grand F, donc si grand F est un sous-espace vectoriel de E, alors l'orthogonale de f, c'est vect de f, mais vect de f c'est f.
Donc l'orthogonale de l'orthogonale d'un sous-espace vectoriel d'un espace euclidien, c'est l'espace lui-même. Alors démontrons la première proposition, donc l'égalité qui est ici. Alors l'égalité qui est ici, si on regarde l'orthogonale de A, on a déjà démontré que l'orthogonale de A était égale à l'orthogonale de vecte de A. Ça c'est une proposition précédente. Donc l'orthogonale de A, c'est l'orthogonale de vecte de A. Bien. Maintenant, si on prend un vecteur x qui est dans vecte de A. Alors, ce qu'on veut nous démontrer, c'est que, en fait, là, il y a une égalité, donc une double inclusion. Donc, prenons un vecteur x qui est dans vecte de A, donc qui est dans cet espace-là. On va démontrer qu'il est dans l'autre espace, en fait, si possible. Alors, Vx est dans vecte de A, donc s'il est dans vecte de A, pour n'importe quel vecteur a, petit a, de l'orthogonale de vecte de A, x et A donnent un produit scalaire nul. Je reprends, x est dans vecte de A, et petit a est dans l'orthogonale de vecte de A. Donc on a un vecteur qui est dans un espace, et l'autre qui est dans l'orthogonale de cet espace. Donc le produit scalaire est nul. Mais si on regarde ça autrement, on peut se dire que maintenant, le vecteur x, il est comment? Qu'est-ce qu'il vérifie, le vecteur x? Eh bien, il vérifie que le vecteur x est orthogonal à tout vecteur petit a de l'orthogonale de vecte de A. Donc si x est orthogonal à tout vecteur de cet espace, il est donc dans l'orthogonale de cet espace. Donc x est dans l'orthogonale de vecte de A orthogonale. Ah, excusez-moi, le symbole orthogonal, là je pensais l'avoir sorti, mais il devrait être à l'extérieur de la parenthèse. Celui-ci, là, il devrait être juste après la parenthèse. Donc, finalement, le vecteur x, qui était dans vecte de A, est dans l'orthogonale de vecte de A, donc vecte de A est inclus dans l'orthogonale de vecte de A. Maintenant, on conclut avec les dimensions, c'est-à-dire qu'on sait que la dimension de l'orthogonale de vecte de A, c'est n moins la dimension de l'orthogonale de vecte de A, mais n moins la dimension de l'orthogonale d'un espace, c'est la dimension de l'espace, c'est donc la dimension de vecte de A. Donc dimension de vecte de A est égale à la dimension de l'orthogonale de vecte de A. Donc finalement, ces deux espaces-là, qui sont inclus l'un dans l'autre, sont égaux. Et maintenant, puisque l'orthogonale de vecte de A, c'est l'orthogonale de A, on retrouve le résultat qui est ici. Alors une application de ceci, assez simple, avant de parler de projecteurs orthogonaux, c'est la proposition 20, qui dit que l'orthogonale d'une somme de deux sous-espaces vectoriels, c'est l'intersection des orthogonaux, et l'orthogonale d'une intersection de deux sous-espaces vectoriels, c'est la somme des orthogonaux de ces deux sous-espaces vectoriels. Alors, prenons donc un vecteur, donc on va démontrer la proposition 1 d'abord, donc un vecteur x qui est dans l'orthogonale de f plus g. Donc on va devoir démontrer qu'il est dans l'intersection dans f orthogonale inter-g orthogonale. Donc montrons qu'il est dans f orthogonale par exemple. Pour montrer qu'il est dans f orthogonale, on prend un vecteur de f, et on va montrer qu'il est orthogonal à tout vecteur de f. On veut montrer que notre vecteur x est dans l'orthogonale de f, je réexplique, on veut montrer que x est dans l'orthogonale de f. Pour être dans l'orthogonale de f, eh bien on va démontrer qu'il est orthogonal à tout vecteur de f. Donc, on prend un vecteur petit f dans grand F, on calcule le produit scalaire entre x et petit f, mais le vecteur petit f, on va l'écrire f plus vecteur nul. Ça ne change rien. Pourquoi? Parce qu'on veut utiliser le fait que x est dans l'orthogonale de f plus g. Donc il faut effectuer le produit scalaire entre x et un vecteur de f plus g. Donc ça y est, on a un vecteur de f plus g, c'est bon. X scalaire un vecteur de f plus g, c'est donc 0, puisque x est dans l'orthogonale de f plus g. Donc x est orthogonal au vecteur petit f. Petit f est quelconque dans grand F, donc petit x est dans l'orthogonale de f. De même, petit x est dans l'orthogonale de g, donc petit x est dans l'orthogonale de f inter l'orthogonale de g. Donc x qui était dans l'orthogonale de f plus g, eh bien on vient de prouver qu'il est dans l'intersection des orthogonaux, donc l'orthogonale de f plus g est inclus, dans l'orthogonale de f inter orthogonale de g.
Réciproquement, si on prend un vecteur x qui est dans l'intersection des orthogonaux, prouvons que ce vecteur x est dans l'orthogonale de f plus g. Pour démontrer qu'il est dans l'orthogonale de f plus g, il faut démontrer qu'il est orthogonal à tout vecteur de f plus g. Donc on prend un vecteur de f plus g, petit v, on va démontrer que x est orthogonal à petit v. Alors, puisque v est dans f plus g, le vecteur v, on peut le décomposer comme la somme d'un vecteur petit f de grand F et d'un vecteur petit g de grand G. Donc x scalaire v, c'est x scalaire f plus g, c'est donc x scalaire f plus x scalaire g. On utilise ici, mais j'arrive pas à le surligner, décidément, on utilise ici le fait que x est dans l'orthogonale de f, on utilise ici le fait que x est dans l'orthogonale de g, donc on obtient deux produits scalaires qui sont nuls, donc la somme est nulle. Donc x est bien orthogonal au vecteur f plus g, qui est un vecteur quelconque de grand F plus grand G, donc x est dans l'orthogonale de grand F plus grand G. On a bien prouvé l'autre inclusion, f orthogonal inter g, oh c'est un grand G ici, orthogonal est inclus dans l'orthogonale de f plus g, d'où l'autre égalité. Alors maintenant pour le 2, on recommence pas, en fait l'idée c'est d'appliquer le petit 1 à, non pas à f et g, mais à orthogonale de f et orthogonale de g. Alors effectivement, si on applique le petit 1 à orthogonale de f et orthogonale de g, partons de f inter g orthogonale. F inter g orthogonale, c'est l'orthogonale d'une intersection. L'orthogonale d'une intersection, ici, cette intersection, eh bien, on peut écrire que c'est l'orthogonale, donc, de l'orthogonale de f plus l'orthogonale de g. Alors je reprends un petit peu ce qu'on a fait ici. Hein. Ce qu'on fait là, c'est qu'on applique le petit 1, au lieu de mettre f et g, on met f orthogonale et g orthogonale. Donc en fait, ici on se retrouve avec f orthogonale orthogonale, c'est-à-dire f, et g orthogonale orthogonale, c'est-à-dire g. Donc là on a du f inter g, donc on prend l'orthogonale de ceci, c'est-à-dire l'orthogonale de ça. Mais l'orthogonale de ça, c'est avec f qui vaut f orthogonale et g qui vaut g orthogonale. Donc c'est pour ça qu'on a un orthogonal d'orthogonale, ici, de f orthogonale et de g orthogonale. Maintenant, les deux orthogonaux là se compensent, puisque c'est l'orthogonale de l'orthogonale d'un espace vectoriel. Et donc il va rester l'orthogonale de f plus l'orthogonale de g. C'est terminé. Voilà, je sais que c'est pas évident à suivre, il faut s'accrocher, c'est le dernier chapitre d'algèbre linéaire, mais c'est important pour l'année suivante.